Si tu veux dîner, lèche-le sur le sol, s'est moquée ma mère après avoir fait tomber mon assiette. Je me suis levé, j'ai ajusté mon manteau et j'ai prononcé 3 mots qui l'ont laissé complètement terrifié. Le lendemain, j'ai fait quelque chose d'encore pire. Si tu veux dîner, lèche-le sur le sol, a ricané ma mère en repoussant violemment mon assiette. Le glaçage au chocolat s'est éclaboussé sur son parquet en bois dur poli. Le gâteau que je savourais quelques secondes auparavant s'est étalé en traînées brunes sur les planches brillantes. L'odeur sucrée devenait écœurante dans l'air. Les fourchettes se sont immobilisées. La conversation s'est éteinte. Je suis Marabelle Ashford, âgée de 37 ans, la fille unique de Lorraine Ashford, la femme qui se tenait maintenant au-dessus de moi, son verre de vin levé, se prélassant dans sa propre cruauté. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère a toujours transformé les rassemblements en scène de théâtre. J'ai joué le rôle du bouc émissaire, la cible silencieuse de son esprit aiguisé comme des couteaux. Ce soir devait être une simple célébration du fait qu'elle organisait un autre grand souper. Pour moi, c'était un rappel de plus que les liens du sang ne sont pas toujours unis par l'amour. La chaleur est montée dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas laissée déborder sous forme de colère. Je me suis assise plus droite, j'ai lissé le revers de mon manteau avec un calme délibéré et je me suis levé de ma chaise. Le silence s'est épaissi alors que tous les regards me suivaient. Mon frère Caleb a détourné les yeux. Les lèvres de ma mère se sont retroussées de triomphe, convaincue qu'elle m'avait une fois de plus réduite à néant. Je me suis approché jusqu'à ce que je puisse sentir son parfum, lourd de lys et de pouvoir. En me penchant, j'ai laissé ma voix porter juste assez pour qu'elle puisse l'entendre et pour que la pièce ressente le changement. Je sais tout. Son sourire a vacillé pour la première fois. Une lueur d'incertitude a traversé son visage. Le pied de son verre a tremblé de façon presque imperceptible. Je me suis redressé, j'ai hoché la tête une fois et je me suis éloigné de la table. Le craquement du gâteau sous ma chaussure a brisé le silence. L'histoire de la façon dont j'ai atteint ce moment se construisait depuis des années, bien avant que l'assiette ne touche le sol. Le silence de ce dîner s'est accroché à moi bien après que j'ai quitté la maison de ma mère, transporté dans l'air humide de Savannah alors que je conduisais devant des chaînes drapées de mousse et des places bordées de briques. La ville a toujours porté son histoire comme une robe lourde, grandiose, ornée, étouffante à bien des égards. Ma mère avait parfaitement sa place ici. Lorraine Ashford était veuve depuis plus d'une décennie, mais elle portait ce rôle comme une couronne. Elle polissait le chagrin pour en faire un spectacle, transformant la mort de mon père en un autre joyau de sa collection de tragédies qu'elle pouvait exposer lors des déjeuners. Dans les grandes salles de la maison historique de notre famille, elle présidait avec des comptoirs en marbre étincelant, de l'argenterie polie jusqu'à en être aveuglante, des portraits d'ancêtres qui la regardaient depuis des cadres dorés comme s'ils approuvaient sa performance. En grandissant, j'ai vite appris que l'amour se mesurait à la présentation. Ma mère exigeait des robes repassées, des sourires travaillés et le silence chaque fois que ses amis venaient en visite. Si j'oubliais de plier ma serviette d'une certaine manière, sa main se refermait sur mon poignet sous la table, ses ongles pointus contre ma peau, sa voix ne perdant jamais son ton gracieux pendant qu'elle me corrigeait. Chaque cruauté était petite, presque invisible pour les autres, mais elle s'accumulait comme des pierres dans ma poitrine. Mon père avait été le tampon. Son rire adoucissait l'atmosphère. Sa présence rendait tolérables les côtés tranchants de ma mère. Quand il est mort, quelque chose dans notre maison s'est durci de façon irréparable. Je suis resté en contact parce que partir me donnait l'impression de lui tourner le dos. Assister au dîner, supporter ses piques. C'était ma façon d'honorer sa mémoire. Caleb, mon jeune frère, s'épanouissait sous son regard. Il était l'enfant prodige, loué pour des réussites qui n'étaient souvent pas les siennes. Je me souviens d'un récital où je jouais du piano, et il se contentait de tourner les pages pour moi. Pourtant, par la suite, les invités l'ont félicité, et ma mère rayonnait comme s'il avait été la vedette. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans ma chambre. Non pas parce que j'avais été ignoré, mais parce que j'ai réalisé qu'il ne s'était jamais agi de moi au fil des années. Caleb a appris à refléter son charme, son sourire, ses rejets désinvoltes, et je suis resté l'ombre à la table, le rappel qu'elle ne pourrait jamais tout à fait effacer. Après ce dîner, j'ai évité la maison pendant des semaines. Mais les obligations tirent plus fort que le ressentiment. Et un dimanche après-midi, je me suis retrouvé à franchir de nouveau les portes en chêne sculptées de la maison de la famille Ashford. L'odeur était la même, de l'encaustique et des sachets de lavande rangés dans les tiroirs, mais le bureau semblait différent.
C'était la pièce de mon père, autrefois remplie d'une dignité tranquille, avec ses étagères en bois sombre garnies de livres de droit, son fauteuil en cuir usé et lissé par les longues nuits de lecture, le bureau où il me laissait gribouiller à côté de ses notes soignées. J'y suis entré en cherchant du réconfort, mais mes yeux se sont immédiatement posés sur les vides. La vitrine sur le buffet était vide. Ses boutons de manchette en argent gravés à ses initiales avaient disparu. La montre à gousset qu'il avait portée tous les jours de sa carrière manquait sur son support en velours. J'ai fouillé les tiroirs, vérifié les boîtes, j'ai même ouvert le coffre-fort derrière le portrait. Rien. Ma poitrine s'est serrée comme si j'avais été volé, bien qu'aucun étranger ne se soit introduit par effraction. Seule la famille circulait librement ici. Plus tard dans la semaine, une facture est arrivée à mon appartement par erreur, transférée depuis la succession. Le nom de mon père était imprimé en haut, daté de plusieurs mois après son enterrement. Des services publics payés automatiquement comme s'il parcourait encore ses couloirs. Cela m'a perturbé, comme si son fantôme était utilisé pour signer des chèques qu'il n'avait jamais approuvés. Mon malaise s'est transformé en soupçon lorsque j'ai croisé Madame Holcomb, la voisine de l'autre côté de la place. Elle s'est appuyée sur sa canne, les yeux brillants de curiosité alors qu'elle me racontait avoir vu des réunions sur la succession se tenir à des heures inhabituelles, des inconnus en costume arrivant par l'entrée arrière, des papiers transportés dans des porte-documents en cuir. J'ai hoché la tête poliment, mais ces mots se sont enfoncés en moi comme de la glace. Lorraine avait déjà balayé les questions sur les finances, affirmant qu'elle se contentait de simplifier les choses. Pourtant, les objets de famille disparus, les factures persistantes, les allées et venues discrètes, chaque détail s'ajoutait au précédent. Je me suis tenu sur le trottoir devant la maison, regardant ses fenêtres aux volets clos. Ce que j'avais autrefois considéré comme sa négligence ne me semblait plus innocent. Pour la première fois, l'irritation a cédé la place à une certitude plus sombre, le sentiment que quelque chose était caché à la vue de tous. Je m'étais toujours dit que m'en aller était plus sûr que la confrontation, que le silence était une sorte de bouclier. Mais après la disparition des objets de famille et les murmures des voisins au sujet des réunions tardives, j'ai cessé de faire confiance au silence. J'ai commencé modestement. Après chaque visite chez ma mère, je parlais dans l'enregistreur de mon téléphone assise dans ma voiture, documentant ce que j'avais remarqué, des photographies manquantes, de nouvelles œuvres d'art sur les murs que je savais qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Les noms de banquiers qu'elle mentionnait et que je n'avais jamais rencontrés. Bientôt, j'ai commencé à prendre des photos discrètes, des espaces vides sur les étagères où se trouvaient autrefois des antiquités, des enveloppes portant les insignes de cabinets d'avocats laissées ouvertes sur la table du couloir. Plus je rassemblais de preuves, moins je doutais de mon instinct. Le tournant s'est produit lors d'un déjeuner le vendredi. Lorraine avait insisté pour que l'on se retrouve dans la vieille maison rose, une institution de Savannah où les lustres brillaient contre les murs en plâtre écaillé. Elle aimait la mise en scène d'y être vue. J'ai posé mon téléphone sur le manteau de la cheminée à côté de notre table, l'écran éteint, mais en train d'enregistrer. Elle a siroté son vin et a parlé sur ce ton désinvolte qu'elle réservait aux confidences déguisées en vantardise. J'ai dû réaffecter une partie des actifs de ton père, a-t-elle dit en agitant sa fourchette comme si elle parlait de papier peint. Après tout, je les ai mérités. Des décennies de sacrifices me donnent le droit de décider comment ils sont utilisés. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé une expression impassible en remuant ma soupe. Le téléphone a capturé chaque syllabe, le léger cliquetis de son bracelet lorsqu'elle faisait des gestes, et même la fierté dans sa voix lorsqu'elle s'est décrite comme la véritable architecte de l'héritage de la famille Ashford. Puis elle a remarqué mon téléphone. Ses yeux se sont plissés. Pourquoi est-ce posé là-haut? Pendant une seconde à couper le souffle, j'ai cru que c'était fini. Mon pouls battait si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. J'ai tendu la main avec désinvolture, glissant l'appareil dans mon sac à main. Juste pour garder la table dégagée, ai-je dit en forçant un sourire. Elle a semblé satisfaite, reportant son attention sur le menu. Je me suis excusé peu de temps après, les mains tremblantes alors que je serrais mon sac. Dehors, sous l'ombre d'un chêne vert, j'ai enfin écouté l'enregistrement. Sa voix a coulé dans mes oreilles, arrogante et sans retenue. La honte appuyait lourdement contre mes côtes à l'idée d'avoir besoin de preuves contre ma propre mère. Mais en dessous brûlait quelque chose de plus fort, la détermination. Caleb s'est présenté à mon appartement 2 nuits après ce déjeuner. Un pack de 6 bières à la main et ce même sourire facile qui avait toujours charmé les gens au point de lui pardonner. Il s'est laissé tomber sur mon canapé comme s'il vivait là,
allongeant ses longues jambes, tapant un rythme sur la table basse. Maman dit que tu as encore été difficile, a-t-il annoncé en décapsulant une bouteille. Pourquoi dois-tu toujours la pousser à bout? Elle a tout fait pour nous. Ces mots m'ont frappé avec le poids d'une impression de déjà-vu. Je les avais déjà entendus de ses lèvres à elle, déguisés en sermons sur la gratitude. Maintenant, ils venaient de lui, sans filtre, comme s'il avait mémorisé son scénario. Elle a déplacé des choses, ai-je dit prudemment, en gardant un ton neutre. Les affaires de papa. Des comptes qui devraient être fermés. Caleb a levé les yeux au ciel. Tu donnes l'impression que c'est sinistre. Ce n'est qu'un transfert temporaire. Elle me l'a expliqué, elle consolide jusqu'à ce que la succession soit complètement réglée. Il a pris une longue gorgée de sa bière, ignorant avec quelle force je serrais le bord du coussin. Un transfert temporaire. L'expression a brûlé dans mes oreilles. Une preuve. Pas provenant des commérages d'un voisin ou d'un bout de papier, mais de Caleb lui-même. Mon cœur battait la chamade, pourtant mon visage restait calme. J'ai forcé un rire, je l'ai interrogé sur son travail, sur le nouveau projet qu'on lui avait confié. Il s'est adossé, désireux de parler de lui-même, inconscient de la tempête qu'il avait soulevée en moi. Je l'ai regardé pendant qu'il parlait, la courbe de son sourire si semblable à celle de notre père, l'inclinaison de sa tête qui me faisait me sentir en sécurité quand j'étais enfant. Je voulais croire qu'il ne comprenait pas qu'il répétait ce qu'on lui avait dit. Loyal envers une mère qui ne lui avait jamais laissé voir ses zones d'ombre. Mais la complicité ne vient pas toujours de la méchanceté. Parfois, elle vient du confort, de la facilité de croire la version de l'histoire qui vous épargne de devoir choisir un camp. Quand il est parti, la porte de l'appartement s'est refermée avec un clic semblable à celui d'un seau. Je suis resté dans le silence, le mot temporaire résonnant dans ma poitrine, et j'ai su qu'il n'y avait rien de temporaire dans la trahison qui se déroulait autour de moi. Les paroles imprudentes de Caleb m'ont laissé agiter, faisant les 100 pas dans mon appartement comme si le mouvement pouvait faire taire le bruit dans ma tête. Transfert temporaire. Je n'étais pas dupe. Pourtant, j'avais besoin de plus que de simples soupçons et de fragments. Au bureau, je me suis confié à Cara, une collègue du service de conformité. Elle avait un œil aiguisé pour les irrégularités et une manière discrète de garder les confidences. Un soir, après que tout le monde soit parti, j'ai fait glisser une pile de factures transférées et de documents imprimés sur son bureau. Elle a ajusté ses lunettes, parcourant rapidement les documents. Ce ne sont pas de simples paiements de routine. Regarde, des retraits en chiffres ronds chronométrés juste avant de prétendus événements caritatifs. Et ce fonds pour la maison, il n'est lié à aucun compte de la succession que je puisse retracer. Nous avons recoupé les dates. Chaque transfert de fonds correspondait parfaitement à l'un des dîners mondains de ma mère. Les listes d'invités dont elle se vantait ont soudainement pris un sens différent. Chacune d'elles financée par quelque chose qui manquait sur les étagères de mon père. Cara s'est adossée, les sourcils froncés. Marabelle, ses antiquités, si elle les a vendues, il devrait y avoir des reçus, des maisons de vente aux enchères, des antiquaires, des évaluations. À moins qu'elle ne les déplace discrètement. Cette nuit-là, j'ai commencé à creuser. Un antiquaire local a confirmé la vente d'une montre à gousset en or avec des initiales qui correspondaient à celles de mon père. Un autre a décrit une paire de boutons de manchette en argent. Les deux transactions dataient de quelques semaines après la disparition des objets du bureau. Chaque confirmation me blessait plus profondément que la précédente. Je me souvenais de mon père remontant cette montre avant l'église, le tic-tac aussi régulier que sa voix lorsqu'il me rappelait de dire la vérité, même quand cela me coûtait mon confort. Maintenant, ces souvenirs étaient dispersés, échangés contre des dîners qui ne brillaient qu'en surface. J'ai acheté un classeur épais, le genre utilisé pour les affaires juridiques, et j'ai commencé à tout assembler, des dates, des reçus, des photos des espaces vides où se trouvaient autrefois les objets de famille. Page par page, l'histoire s'écrivait à l'encre noire. Le chagrin a serré ma gorge alors que je glissais le dernier document dans une pochette en plastique. Pourtant, sous le chagrin, il y avait quelque chose de plus stable, la résolution. Le classeur s'est fermé avec un claquement sec, et pour la première fois, j'ai senti l'équilibre basculer. La maison de marbre et d'argent de ma mère pouvait encore scintiller, mais c'était moi qui tenais le grand livre des comptes maintenant. La salle à manger scintillait de cristal poli et d'argenterie lourde, comme si la table elle-même devait nous rappeler le nom de la famille Ashford. Ma mère a levé son verre, sa voix douce avec une chaleur théâtrale.
À la famille, a-t-elle déclaré, puis elle a transformé le toast en poignard. D'un revers de la main, elle a frappé mon assiette, envoyant le gâteau au chocolat et le glaçage glisser sur le sol. La pièce s'est figée. Caleb a ri avec incertitude, mais le son s'est éteint lorsqu'elle a ajouté, « Si tu veux dîner, lèche-le sur le sol. » La morsure de l'humiliation était vive, mais je ne tremblais plus sous son effet. Je me suis tenu droite, j'ai lissé mon manteau et je me suis levé. Chaque détail des semaines passées, les objets de famille disparus, les murmures des voisins, le classeur lourd de preuves, brûlaient d'une flamme constante en moi. Je me suis approché, le silence était si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir. Le sourire de ma mère s'est élargi, s'attendant à une autre retraite. Au lieu de cela, je me suis penché assez près pour capter la note de son parfum et j'ai murmuré 3 mots. Je sais tout. Son verre a vacillé. Une onde a traversé son visage. Quelque chose de brut, de presque humain, avant qu'elle ne le réarrange en dédain. Caleb a cligné des yeux, jetant des regards entre nous. La confusion était gravée sur ses traits. « De quoi parlez-vous » a-t-il demandé, sa voix un peu trop forte. Je me suis redressé, j'ai laissé le silence s'étirer, puis je me suis tourné vers la table. « Demain » ai-je dit d'une voix égale. « À mon appartement. À midi. Apportez vos questions. J'apporterai les réponses. » Des chaises ont grincé. Des fourchettes ont bougé nerveusement. L'un des cousins a toussé dans sa serviette. Les lèvres de Lorraine se sont entr'ouvertes comme pour riposter, mais aucun mot n'est sorti. Les retours d'elle semblaient plus rares, comme si les fondations de sa performance s'étaient fissurées. J'ai pris mon sac, ignorant la tache de gâteau sous ma chaussure, et j'ai marché vers la porte. Derrière moi, la pièce bourdonnait de murmures, la voix de Caleb transperçant le tout, hésitante, incertaine. Mais je ne me suis pas arrêté. Pour la première fois, je ne partais pas vaincu. Je les menais quelque part où il n'aurait jamais cru que je les emmènerais, hors de son ombre, dans la lumière de la vérité. Mon appartement sentait le café et le pain chaud, la lumière du soleil traversant les rideaux fins pour se répandre sur une table dressée avec des assiettes simples et des tasses dépareillées. Ce n'était pas une salle de banquet, pas une scène de spectacle, juste un endroit où les gens pouvaient s'asseoir assez près pour entendre la vérité. Caleb est arrivé le premier, sa cravate desserrée comme s'il n'avait pas encore décidé s'il devait prendre cela au sérieux ou à la légère. Quelques-uns de nos cousins ont suivi, leurs voix étouffées, jetant des regards curieux autour de mon modeste salon. Enfin, Lorraine est entrée, enveloppée dans sa veste sur mesure, les lèvres pincées, ses yeux parcourant les bords ébréchés de ma table comme si elle était insultée par leur simplicité. Je n'ai pas attendu les politesses. J'ai fait glisser le classeur sur la table et je l'ai ouvert. La première page, une photo de la montre de mon père, répertoriée sur le site d'un antiquaire. La suivante, des boutons de manchette vendus la même semaine. Les reçus ont suivi, chacun associé à la date de l'un des grands dîners de Lorraine. Des murmures ont parcouru la pièce. Caleb s'est penché en avant, la main appuyée sur la table. « Maman ?» Le rire de Lorraine a été tranchant. J'ai appuyé sur le bouton de lecture de mon téléphone. Sa voix s'est répandue dans la pièce, enregistrée lors du déjeuner, claire et confiante. J'ai dû réaffecter une partie des actifs de ton père. Après tout, je les ai mérités. Des décennies de sacrifices me donnent le droit de décider comment ils sont utilisés. Le visage de Lorraine s'est vidé de ses couleurs. Cela a été sorti de son contexte. Caleb a secoué la tête lentement, les yeux fixés sur les papiers. Tu m'as dit que c'était temporaire, que tout était en règle. Ça l'est. A-t-elle rétorqué. Penses-tu que ces dîners s'organisent tout seuls? Penses-tu que le prestige est gratuit? L'ambiance de la pièce avait changé. Les cousins qui acquiesçaient autrefois à chacune de ces paroles étaient maintenant assis de manière rigide, leur regard évitant le sien. Caleb s'est frotté les tempes, son aisance habituelle disparue, remplacée par une lourde incertitude. Pour la première fois, je l'ai vu vaciller. L'enfant prodige fixant des tâches qu'il ne pouvait pas effacer. J'ai fermé le classeur doucement, le claquement de ses anneaux définitifs contre les murmures. La vérité était sur la table maintenant, mise à nu parmi les tasses de café et les miettes éparpillées, là où aucun lustre ne pouvait détourner l'attention de ce qui avait été perdu et de ce qui pouvait encore être récupéré. Le lendemain matin du brunch,
je suis entré dans un cabinet d'avocat sur la rue Bulle avec le classeur pressé contre ma poitrine. L'avocate, Madame Pérez, a écouté attentivement, son stylo glissant sur un bloc-notes jaune alors que j'exposais chaque reçu, photo et transcription. Elle n'a pas bronché lorsque j'ai passé l'enregistrement. Au lieu de cela, elle s'est adossée, la voix calme et précise. Nous allons demander au tribunal de geler les comptes contestés. À partir de maintenant, rien ne bouge sans supervision. Cette nuit-là, une enveloppe a glissé sous ma porte. La réponse de ma mère. Pas de son écriture, mais dans le langage de son avocat. Des mots comme diffamation et éloignement me dévisageaient. Elle menaçait, elle n'expliquait pas. La femme qui avait autrefois corrigé mes manières à table me combattait maintenant avec un jargon juridique. La tentation de combattre le feu par le feu était forte. J'imaginais me tenir sur la place du centre-ville, distribuant des copies de ses paroles enregistrées, laissant la ville qu'il adorait voir la pourriture sous le vernis. Cette pensée a fait trembler mes mains, non pas de peur, mais du désir de vengeance. Au lieu de cela, j'ai écarté ce fantasme. La dignité devait avoir plus d'importance que le spectacle. Je n'étais pas là pour l'humilier. J'étais là pour protéger ce que mon père avait laissé derrière lui, et les fragments de paix que je détenais encore. Caleb est passé tard, les épaules affaissées sous un poids qu'il n'avait jamais porté auparavant. Il s'est attardé à la porte avant de parler. Je n'en savais pas la moitié, a-t-il admis à voix basse. Je pensais qu'elle gérait les choses. Je suis désolé, Marabelle. J'ai étudié son visage, cherchant des traces du garçon qui partageait des secrets avec moi sous les marches du porche. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vu sans l'éclat de l'approbation de notre mère. Si tu veux, a-t-il ajouté, je peux aider à retrouver ce qui reste. Les objets de famille. Peut-être que nous pourrons en récupérer quelques-uns. L'offre n'était pas une rédemption, mais c'était un début. Des mois ont passé avant que je n'ouvre à nouveau mon appartement à la famille. La table était petite, recouverte d'une nappe en coton que j'avais cousue des années auparavant. Les bords étaient effilochés mais propres. Une marmite de ragoût mijotait sur la cuisinière, remplissant la pièce de ce genre d'odeur qui pousse les gens à s'adosser à leur chaise et à soupirer de contentement. Caleb est arrivé le premier, portant un panier de pain encore chaud de la boulangerie. Son visage avait changé. Les lignes de tension étaient gravées plus profondément, mais l'arrogance avait disparu. Derrière lui venaient deux cousins qui étaient restés silencieux aux côtés de ma mère pendant des années, maintenant plus calmes, plus doux, portant des bouteilles de vin avec des sourires d'excuses. Nous nous sommes serrés autour de la table, les genoux se heurtant, les rires éclatant par à-coups maladroits au début, puis coulant plus facilement au fur et à mesure que la soirée avançait. Il n'y avait pas de coupe en cristal, pas de discours répétés pour susciter l'admiration, pas de lustre captant une fausse lumière. Juste des tasses et des assiettes, simples et solides, passant de main en main. Lorraine était absente. Les tribunaux l'avaient soumise à des restitutions, à des consultations, à des obligations qu'elle ne pouvait plus écarter par son charme. Sa voix ne résonnait pas ici, et pour une fois, je ne ressentais pas la douleur de son absence. Le silence qu'elle laissait n'était pas un vide. C'était de l'espace pour respirer. Alors que la conversation s'amplifiait autour de moi, j'ai pris une assiette sur le comptoir et je l'ai posée doucement devant Caleb. Son poids s'est stabilisé dans mes mains. Personne ne l'a repoussé. Personne n'a ricané. L'assiette est restée à sa place, pleine et entière. J'ai regardé autour de la table les visages adoucis par l'honnêteté plutôt que par la représentation, et j'ai senti le changement s'installer au plus profond de moi. Le respect était enfin là. Non pas exigé, non pas volé, mais simplement servi.